Salut à tous, bienvenue pour ce tout nouveau Silver Screen consacré à un film événement, Superman. Édition 2025 de James Gunn. Nous n'avions pas encore eu l'occasion, avec Maxime, de nous donner notre point de vue sur ce film tant attendu. Alors Maxime, qu'est-ce que tu as pensé de ce Superman de James Gunn ? Eh bien, je suis très content du film. C'est vrai que la toute première fois, lorsque j'étais le voir en avant-première, j'avais quelques petites réserves. Mais je pense que c'est parce que moi-même, j'avais des attentes qui n'étaient pas celles que m'ont donné le film. Mais par contre, après l'avoir revu une seconde fois au cinéma et l'avoir revu par la suite chez moi, comme je savais à quoi m'attendre, j'ai pu davantage apprécier le film pour ce qu'il était, pour ce qu'il proposait, sans forcément justement avoir ces attentes-là qui ont pu me bloquer. Et je trouve que c'est un film qui fait honneur au personnage. Honneur au personnage, notamment par rapport aux comics aussi. C'est la première fois qu'on a un Superman peut-être aussi fidèle à l'univers des comics, ou qui donne un côté très comic book. C'est vrai que ce que j'aime beaucoup, notamment dans cette version-là, c'est que on est tout de suite embarqué dans un univers très comics, très défini, dans lequel il existe déjà des extraterrestres, des monstres, ou plein d'autres choses, et où on sent que la population, de Metropolis notamment, y est habituée, puisqu'il y a plusieurs scènes de combats dans les rues, où les passants n'ont pas l'air d'être si bouleversés que ça, n'ont pas l'air de courir dans les rues en mode oh mon Dieu, on va mourir. On voit notamment certains commerçants qui sont dans leur magasin et qui jettent un petit coup d'œil dehors pour voir ah bon, il y a un monstre, mais Superman est là, bon bah c'est bon, on est tranquille, on sait que la situation est sous contrôle. Et c'est vrai que c'est aussi bien montré par le fait que dans cette version-ci, Superman, outre combattre la menace, cherche avant tout à empêcher que la population soit mise en danger. Il y a de nombreuses fois où il va empêcher les bâtiments d'être détruits, où il va bien sûr sauver les civils, mais il va également sauver les chiens, les écureuils, même la plupart des êtres vivants qui seront mis en danger seront sauvés. Il sera même très mécontent du fait que Mister Terrific ira jusqu'à tuer la créature qui ravage la ville, alors que lui voulait à la base chercher un moyen de l'évacuer de manière inoffensive, c'est-à-dire sans lui faire de mal, pour quitte à essayer de lui trouver un environnement dans lequel il pourra éventuellement être soit gardé, soit vivre sa vie. Parce que c'est un élément très commun des comics et de diverses représentations, où Superman, dans sa forteresse de solitude, a une espèce de zoo dans lequel il recueille toutes les créatures extraterrestres ou un peu mutantes qu'il a pu rencontrer au fur et à mesure de ses aventures, et qui n'ont pas de lieu où il pourrait être laissé en liberté, parce que ça pourrait être trop dangereux pour la population. Et du coup, lui, dans sa forteresse, crée des environnements où ils sont à même de vivre sereinement. Oui, le film est très, très positif. Et tout comme toi, je l'ai beaucoup apprécié. Alors, pareil, lors du premier visionnage, je m'étais interrogé sur certains aspects du film, notamment par rapport au double Ultraman qui apparaît dans le film. En fait, il est présent dès le début, mais on s'en rend compte que vers la fin. Une deuxième relecture du film est intéressante, mais ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que c'est un film qui redonne tout le côté optimiste de Superman. C'est vrai que les versions de Zack Snyder nous avaient donné un côté plus sombre, différent du héros, et là on revient à un Superman beaucoup plus
beaucoup plus empathique sur certains aspects. Ça a pu me faire penser aux films originaux de Superman avec Christopher Reeve, par exemple la reprise du thème de John Williams, mais également la manière dont se comporte Superman. On retrouve un Superman, oui, qui est attentif à la population, qui est protecteur, qui va effectivement jusqu'à protéger, sauver des animaux. Et tout le côté, oui, lumineux de Kal-El revient dans ce film, et c'est un gros atout. Et j'ai trouvé aussi le film très imaginatif. Il est très, très coloré, un côté très comics, et en même temps, il nous plonge dans des aspects qu'on n'avait jamais vus. Par exemple, les univers de poche. Oui. Moi, j'avais jamais vu ça adapté au cinéma, et ça donne une dimension différente à Superman. Le fait que dès ce premier volet, il est en équipe, il y a Mister Terrific, tout le Justice Gang, c'est ça, qui sont à ses côtés. Green Lantern également, Guy Gardner. Voilà, donc ça donne une ambiance différente, et puis il y a une bonne alchimie avec Lois Lane dans le film, qui n'a pas un rôle de femme en détresse dans ce volet-là, qui va mener toute son histoire, toute sa phase de son côté, où elle va même jusqu'à piloter un vaisseau spatial. C'est ça. C'est très, très intéressant. Et puis il y a plein de petites références dissimulées. Je disais notamment les films de Superman. Il y a des références au dessinateur Kurt Swan. La scène là où Superman s'écrase dans la neige, dès le début du film, et puis Krypto qui vient le sauver, ça fait référence, voilà, aux comics de l'âge d'argent. Et c'est intéressant que James Gunn voulait développer tout le personnage de cette façon-là, qu'il ait une très bonne connaissance de la mythologie. Pour les aspects où je serais un tout petit peu plus mitigé, on voit très peu Clark Kent en fait dans le film, dans l'ensemble de l'aventure. C'est vrai qu'on le voit très peu, enfin du moins le Clark Kent exposé au monde. Voilà, c'est ça. Parce qu'on le voit, le Clark Kent chez lui, où il n'est pas en habit de Superman, mais où il est en mode plus décontracté. On voit le Clark Kent chez ses parents. Oui. Mais c'est vrai que le Clark Kent journaliste, avec le petit costard, le dos un peu rentré, les lunettes, on le voit peu. Mais en même temps, je trouve que la façon dont il est représenté, on voit tout de suite la distinction qu'il y a entre les deux personnages. Parce qu'effectivement, on avait pu avoir un peu moins dans les derniers films, mais là, on voit bien au niveau de la posture, des habits qu'il met, où en fait il met des habits qui sont beaucoup trop grands, enfin qui sont encore plus larges que la carrure qu'il a déjà, pour donner cet aspect un peu, il flotte dans ses vêtements, alors qu'en dessous il reste quand même très musclé. Et je trouve que aussi la scène, notamment toute première scène où on le voit Clark Kent, où il se fraye un chemin dans la foule, elle est très bien, parce que en plus pour cette scène-là, James Gunn avait fait exprès de choisir des figurants qui ne dépassaient pas, je crois, 1m60 ou 1m65, pour accentuer le fait qu'il dépassait tout le monde d'une tête. Et je trouve que ça rend vraiment très bien. Et de toute façon, dans l'ensemble, je trouve que tous les personnages ont été bien représentés. Comme tu disais avec Loïs tout à l'heure, maintenant, c'est plus la journaliste femme en détresse que Superman doit sauver, elle est impliquée directement, de même que James Gunn a pris le choix de ne pas avoir le côté qu'elle ne sait pas reconnaître que c'est Superman. Oui, là tout de suite, en fait, ils sont déjà en couple, donc il y a déjà plus ce côté je suis Clark Kent, mais pas Superman. De même, les autres personnages, je trouve que au sein de Daily Planet, que chacun des personnages, certes, sont un peu caricaturaux dans leur style, mais sont bien représentatifs de ceux qu'ils sont dans les comics. Aussi bien Steve Lombard, le collègue qui est dédié à la rubrique sportive
du journal, que Cat Grant pour la mode, et même Jimmy Olsen, qui est vraiment le Jimmy Olsen tel qu'on le connaît, petit mais avec plein d'idées, qui est un tombeur. Effectivement, ça a pu choquer beaucoup de monde de ce que j'ai pu voir dans les critiques, mais Jimmy Olsen est assez couramment bien accompagné dans les comics. Il est sorti notamment plusieurs fois avec Supergirl, où il a pu sortir avec d'autres super-héroïnes ou d'autres super-vilaines. D'ailleurs, en date, dernièrement, c'était avec Shoban, donc il y a le personnage de Silver Banshee dans les comics. Donc c'est pas quelque chose qui justement... et c'était si surprenant que ça, moi j'ai trouvé dans le film, quand il s'avère avoir eu une aventure avec Mr. Smaker. Oui, en fait c'est respectueux, des comics, mais tout le monde, chacun a un peu sa vision de Superman par rapport à ses propres références, les séries qu'il a connues, les films ou les comics, donc on a une diversité de représentation du personnage et puis des différents protagonistes qui l'entourent, mais Jimmy Olsen est bien présenté comme ça dans les comics. Et alors il y a un aspect aussi assez moderne dans le film qui s'adapte au monde contemporain, c'est la place des réseaux sociaux dans ce nouveau monde de Superman. Je sais pas si tu peux en parler un petit peu. C'est vrai que là justement, dans cette version-là du film, Superman voit beaucoup de critiques un peu négatives sur les réseaux sociaux. On découvre après dans le film que en fait, c'est Lex Luthor qui en est principalement responsable, notamment parce qu'il a une armée de singes bots qui passent leur temps à envoyer justement ce genre de hashtag super naze ou d'autres mots que j'ai oubliés. Et surtout que ça fait écho à ce qu'avait pu subir James Gunn à une certaine époque, où lui-même sur les réseaux sociaux s'était retrouvé être pas mal attaqué par beaucoup de gens. Et du coup, il a rajouté ce petit élément qui, à la fois, inclut bien ce film dans notre univers moderne, ou très connecté, où il y a beaucoup d'éléments, nous-mêmes, notre critique là qui se fait sur Internet. C'est ça. Et tout en rajoutant, avec le côté un peu machiavélique de Lex Luthor qui pourrait être derrière ce genre de choses un peu farfelues, comme créer des singes, pour qu'ils... modifier génétiquement des singes pour juste qu'ils fassent des tweets pour descendre Superman. C'est ça. Ça montre le côté à la fois très intelligent du personnage pour arriver à faire ce genre d'expérimentation, pour arriver à ces résultats-là, et également le côté mégalo du personnage qui n'arrive pas à trouver de point d'attaque pour d'évaluer Superman aux yeux de la population, et on vient à ce genre de choses assez puériles. C'est ça. Et puis il y a un aspect qui fait écho à Smallville, c'est que Lex décrypte un message dans la forteresse de solitude, le message avec lequel Superman a été envoyé sur Terre, où il y a ses deux parents, son mère et sa mère qui communiquent, et puis on se rend compte que Superman en fait serait là pour conquérir l'espèce humaine, un peu le même type de choses qu'on avait dans Smallville dans la 2e saison, où Clark découvrait un message au sein de son vaisseau qui lui disait qu'il était là pour conquérir l'espèce humaine. Est-ce que cet aspect-là est présent dans certains comics ? Il y a certains comics effectivement où on va dire que le côté un petit peu grand seigneur ou grand scientifique avec une très bonne éthique qui a habituellement représenté Jor-El a été modifié. Notamment il y avait eu une série dans les comics récents où donc Superman a eu un enfant avec Lois. Et il y a Jor-El qui revient, je crois qu'il revient parce qu'il avait réussi à se retrouver coincé dans la zone fantôme et qui a fait qu'il a survécu du coup à l'explosion de Krypton, et qui là revient et qui décide de prendre John, donc le fils de Superman, pour faire un voyage initiatique, et on se rend compte dans toute cette saga qu'il a des
des motivations qui ne sont pas aussi vertueuses que celles qu'on avait l'habitude d'avoir pour Jor-El, et qui du coup, là aussi, changeait un petit peu l'état d'esprit de Superman, enfin de Clark par rapport à ses parents biologiques. Et là, c'est vrai que ça, c'était un point qui m'avait notamment surpris quand j'ai vu le film, parce que c'est vrai que c'est pas un aspect qu'on a souvent. Effectivement, on a certains runs dans les comics qui changent un peu ses habitudes, mais c'est vrai que c'est pas une représentation la plus courante qu'on a. Mais après, quant à savoir est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a eu une quelconque manipulation, même si James Gunn est revenu dessus en disant que non, le message était vrai, et que c'était pas Lex qui l'avait trafiqué, quand on sait les premiers éléments de scénario du prochain film Man of Tomorrow, qui est prévu donc de sortir en 2027, et où parmi les différents ennemis il y a une évocation de Brainiac, qui est un personnage qui aurait très bien pu falsifier ce genre de message là, on se dit qu'il y a toujours une possibilité pour que ce message là puisse être trafiqué, ou bien il peut aussi ne pas l'être. C'est seul l'avenir le dira. Oui. Est-ce que le message a été falsifié ou pas? Dans Smallville, ce faux message avait été fait pour mettre à l'épreuve Clark. C'était ça. Mais je trouvais que c'était une notion intéressante. Et puis le Lex Luthor incarné par Nicolas Hoult me faisait beaucoup penser à Michael Rosenbaum sur certains aspects dans sa manière de jouer. Mais je pense aussi que outre sa manière de jouer, il y a certainement aussi l'âge de l'acteur qui doit influer, parce que dans les précédents films qu'on a pu avoir, certes on avait un Clark Superman qui était relativement jeune, que ce soit Christopher Reeves à l'époque ou Brandon Routh là dans le Superman Returns, ou même encore Henry Cavill, même si Lex Luthor dans cette version-là était un peu plus jeune. Mais à l'époque, on avait Gene Hackman. Oui, qui était bien plus âgé que Christopher Reeves. Plus âgé. On a eu Kevin Spacey. Dans Superman Returns. Donc, et pareil, qui ont un décalage d'âge facile, ou à l'écran on donne au moins l'impression d'avoir un décalage d'âge d'au moins une dizaine, voire plus d'années. Alors que là, on sent que il est déjà plus proche, ils sont plus proches. Ils auraient pu grandir ensemble. C'est ça, et comme c'est ce qui s'est passé dans Smallville, où en fait ils ont grandi ensemble, Clark et Lex, donc je pense qu'il y a aussi ce rapprochement-là qui peut se faire. C'est intéressant, ces différentes passerelles, différents liens avec séries ou films. Il y a quelque chose aussi qui m'avait marqué, je trouvais que Superman était beaucoup plus mis en difficulté dans ce film-là, par rapport au film précédent. Il est souvent mis à terre, il est des fois emprisonné, torturé, il est assez malmené dans le film. C'est à la fois ce qu'aime bien faire notamment donc James Gunn, parce qu'il aime bien mettre à mal ses héros, mais en même temps il y en a beaucoup aussi qui critiquaient le fait qu'il passe son temps à se prendre des raclées. Mais je suis pas forcément entièrement d'accord avec ça, puisque dans les précédents films il y a eu plein de fois aussi où, par exemple, si on prend Man of Steel, la première rencontre de Superman avec Zod et son armée, il n'en sort pas vainqueur non plus. Donc là, le fait que Superman finisse à terre est pas non plus déconnant avec les versions comics où ça lui arrive très souvent de se retrouver à terre, mais parce qu'en fait, ce qui symbolise Superman, c'est pas tant de ne jamais perdre de combat ou ne jamais être mis à terre, mais c'est surtout à chaque fois avoir la force de se relever, peu importe la difficulté. Oui, c'est ça. Et justement, c'est en ça qu'il symbolise l'espoir. C'est pas parce que il peut rien lui arriver, c'est parce que peu importe la difficulté, il réussira à la surmonter. Et là, c'est exactement ce qui se passe dans le film, puisque il finit par se retrouver emprisonné. Alors, sachant que là déjà, c'est lui qui l'a fait volontairement pour pouvoir sauver Krypto. Et après, il trouve une solution pour s'en échapper. Et même les combats qu'il fait où il perd, certes il perd la première fois contre le marteau de Boravi qui s'avère être Ultraman mais dans une combinaison, mais lorsque il va réellement combattre Ultraman directement, il va finir par réussir à le vaincre, alors qu'en plus l'ingénieur combat avec lui à un moment donné. Donc ça montre bien que même si il finit par, il se fait mettre à terre,
il finit quand même toujours par trouver une solution pour vaincre son ennemi et reprendre l'avantage. Oui, c'est ça. Superman reste un symbole d'espoir. Et il y a une très belle image à un moment dans le film où il aide une femme qui est dans sa voiture, tout va s'écrouler. C'est ça, il y a un bâtiment qui est en train de s'écrouler sur un pont, il va soutenir le bâtiment juste le temps qu'il puisse évacuer, et lorsque le bâtiment s'écroule et qu'elle regarde son rétroviseur, on voit les volutes de poussière qui s'élèvent dans le ciel, et on voit la silhouette de Superman qui apparaît progressivement et de manière très majestueuse, justement, un peu l'iconographie que pouvait avoir beaucoup Zack Snyder dans son film, avec le côté un peu majestueux, christique qu'avait la version d'Henry Cavill, mais qui, à l'inverse, la version d'Henry Cavill n'avait pas ce côté sauveur, puisque dans beaucoup, dans les combats qu'il a fait notamment contre Zod, il y a une scène qui peut rappeler un peu un combat qu'il y avait eu avec Christopher Reeve contre Zod également, où il y a un camion qui est envoyé sur Superman, sauf que autant la version de Henry Cavill se vaut d'être très fort, très... C'est un guerrier. C'est ça, imbattable. Et bien, le camion arrive sur lui, il va s'envoler pour l'éviter et le laisser aller s'écraser contre le bâtiment, alors que c'est un camion citerne qui va exploser. Alors que la version de Gunn, certes, il se prend des coups, mais ce genre de camion, il l'aurait arrêté pour empêcher que le bâtiment soit détruit derrière. Oui, c'est ça. Et c'est aussi ce qui peut faire qu'il se prend des coups, c'est parce que justement, il va plus s'inquiéter de la population que de sa propre sécurité, et donc... C'est en ça aussi que je trouve que cette version-là est une version que j'appréciais plus par rapport à celle qui est plus totalement. On avait été voir tous les deux Man of Steel, et c'est vrai que le côté guerrier du personnage qui détruit un peu tout, qui ne semble pas tant que ça se préoccuper de la population, ça me gênait un petit peu. Là... je trouve que la version de James Gunn me semble beaucoup plus proche du personnage tel qu'il a été inventé par Jerry Siegel et Joe Shuster. Mais on retrouve toutes les valeurs humaines du personnage. Et qu'est-ce que tu as pensé de l'introduction de Krypto dans l'univers de Superman ? J'ai trouvé qu'elle était pas mal, parce que même si c'est vrai qu'on est plutôt habitué à voir dans les différents dessins animés ou comics, avoir un chien qui est un peu plus bien dressé, on va dire. C'est-à-dire un chien qui est plus aidant que handicapant, contrairement à cette version-là. Mais dans le ton du film, je trouve qu'il s'intègre bien. Il n'y a pas un côté où... Moi, j'ai pas trouvé qu'il y a de côté où on est totalement sorti du film de se dire tiens, il y a un chien qui vole et qui a des super pouvoirs. Pour moi, justement, l'univers tel que l'a défini la James Gunn, avec les autres super-héros qui sont déjà en place, les monstres, les extraterrestres, les dimensions de poche, tout, ça reste cohérent. Alors que c'est sûr qu'on l'aurait mis dans on aurait mis Krypto, par exemple, dans Superman Returns, là, ça aurait dénoté. Parce qu'il y avait un côté un peu plus réaliste dans le film. Alors que là, non, je trouve que ça l'amène bien. Et justement, ça montre aussi encore une bonne facette de Superman, puisque il va tout faire pour protéger ce chien qui est là, mais... Parce qu'on est habitué à ce que Krypto, d'habitude, soit son chien à lui. Or là, très vite, dans la conversation, on découvre que, en fait, il l'a juste en garde. C'est aussi pour ça qu'il a du mal à se faire obéir de lui, c'est parce que c'est pas son chien à lui. Et pourtant, il va aller jusqu'à se mettre en danger juste pour pouvoir le sauver, alors qu'il pourrait très bien se dire, il a des super pouvoirs, il est en capacité de se débrouiller tout seul, mais non, même un chien à super pouvoir, il va absolument vouloir le sauver. Oui, il est bien introduit, et puis effectivement, dans cet univers de comics, ça passerait très bien. Alors par contre, l'introduction du personnage de Supergirl, moi je l'aurais vu plus en scène post-générique. Oui. C'est vrai que là ça peut dénoter un peu, déjà parce que le personnage n'est pas une version classique qu'on a, là aussi James Gunn s'est inspiré d'un run particulier qui est Woman of Tomorrow, qui raconte l'histoire de Supergirl qui, elle,
a vécu la destruction de Krypton, elle était déjà ado, elle était déjà grande, donc elle n'a pas le même ressenti que Kal-El qui lui était un bébé et qui n'en a aucun souvenir. Ouais. Donc c'est toute une phase où elle sillonne un peu l'univers, cherchant des endroits où elle peut se bourrer la gueule, littéralement. C'est littéralement ça. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le film. Dans le film, à la fin, elle oui. est quelque peu éméchée. Et c'est vrai que l'introduction est assez particulière. Mais je comprends aussi la volonté, parce que j'avais lu ça sur une interview qu'il avait fait, il a expliqué qu'il n'avait pas mis en scène post-générique parce que, justement, pour lui, c'était un élément clé du film et de la suite, vu qu'il y avait le film qui était déjà prévu, et il voulait être sûr que tout le monde ait cette scène. Oui. Parce que, même si on est habitué maintenant à voir des scènes post-génériques, depuis les films Avengers, la saga de MCU, c'est monnaie courante. Ouais. Il y a encore énormément de personnes qui, à peine le générique commence, sortent de la salle de cinéma. Et du coup, je pense que James Gunn en est très conscient et qu'il voulait être sûr que tout le monde ait ce petit morceau de cette scène avec Supergirl. C'est d'ailleurs pour ça aussi que les scènes post-génériques qu'on va avoir dans ce film-là, soit celle où on voit juste Superman sur la Lune avec Krypto, ou bien la petite discussion entre Superman et Mister Terrific, ce soit vraiment des scènes post-génériques anecdotiques. Oui. C'est-à-dire que tu les vois, tant mieux, tu les vois pas, ça n'a aucune importance sur ta vision du film. Ça reflète bien l'état d'esprit de James Gunn, ça. Il expliquait en fait dans une interview sa conception du DCU, et il ne souhaite pas faire comme le Marvel Universe. C'est-à-dire que chez Marvel, pour apprécier les films, il faut tout voir, entre guillemets, tous les films, toutes les séries, avoir vu toutes les scènes post-génériques. Lui, il a une vision différente, il veut que chaque artiste exprime son film, et que chaque film soit indépendant, entre guillemets. On peut les apprécier pour ce qu'ils sont sans connaître toutes les séries qui sont faites à côté ou les autres œuvres. Et je trouve que sa réflexion là, par rapport à cette scène-là, ça s'intègre bien dans son état d'esprit, quoi. C'est ça, même si là-dessus, j'aurais quand même une petite réserve parce que quand on regarde la série Peacemaker qu'il a faite, dans justement la saison 2 intègre le fait qu'on est passé du DCU, donc avec Zack Snyder, au DCU de James Gunn. Et notamment, on y retrouve des personnages qu'on a vus dans le film, notamment on y retrouve Rick Flag Senior. Et aussi, il y a une petite mention à Lex Luthor, qui a été incarcéré. Ouais. Et je suis curieux du coup de voir dans le prochain film, je ne sais pas si ce sera déjà évoqué dans Supergirl ou si ce sera uniquement dans Man of Tomorrow, mais si les éléments qu'on a pu voir dans Peacemaker saison 2 seront réévoqués dans Man of Tomorrow ou pas. Parce que si c'est pas le cas, en fait ça viendrait un peu contredire ce que tu disais et ce que lui elle-même avait dit, parce que même si ce sont des éléments un peu... ça reste des petits détails, pour avoir l'entière compréhension, nécessiterait quand même peut-être d'avoir quand même vu un peu la deuxième saison de Peacemaker avant de voir le prochain film. Après, donc à voir comment il tournera ça dans le film. Et si... Après, je pense qu'il distingue les fans, un peu comme avec Star Wars, qui vont tout regarder, tout lire, avoir une compréhension totale de l'univers, et puis, entre guillemets, le spectateur lambda qui va pouvoir aller voir le film juste pour se divertir. Il arrivera à comprendre le film sans avoir tout vu. Alors que dernièrement, le Marvel Universe, si tu loupais un film, pour un spectateur lambda, ça pouvait être un peu compliqué de suivre. Mais... Parce que le dernier Thunderbolt, où effectivement, si t'as pas suivi les différentes séries, il n'y a presque aucun personnage dont tu sais d'où il vient. C'est ça. Est-ce que tu es confiant pour l'avenir du DCU ? Moi, oui. Parce que je sais que ces derniers temps, il y a eu pas mal de doutes qui ont pu tourner sur Internet, notamment avec l'histoire du rachat de la Warner Bros. Ah oui, par Netflix. C'est Netflix qui a rapporté les premières parties. Donc à savoir s'il y aura des changements dans ce que James Gunn a mis en place, mais moi je suis assez confiant. Pour l'instant, je suis assez satisfait de l'univers qu'il a mis en place.
et des choix qu'il a pu faire, même s'il y a certains qui la première fois que j'ai vu, ont pu me mettre un petit doute, mais là, avec le recul de ces quelques mois depuis la sortie, je suis plutôt confiant. Et surtout, là, je trouve qu'il a bien réussi, je trouve, avec ce film-là aussi, et c'est au niveau de la musique, c'est vrai qu'on l'a évoqué rapidement, Oui. mais je trouve qu'il a, John Murphy. il a repris, c'est ça, les compositeurs qu'il a choisis a su bien réadapter le thème de John Williams, Ouais. parce que c'est vrai que j'avais vu quelqu'un qui se posait la question, est-ce que un personnage comme Superman a besoin d'un thème récurrent comme James Bond par exemple, Oui. on a toujours le même thème, ou est-ce que il doit s'adapter en fonction des différentes itérations. Et c'est vrai que même si la musique de Hans Zimmer sur la saga de Zack Snyder est assez mémorable, il suffit d'entendre juste les quelques notes, le tin, 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 On reconnaît tout de suite. de Superman, et tu sais que c'est Superman. Et parce que c'est cette première musique-là qui a été iconique, et je trouve que ne pas l'utiliser dans un film Superman, c'est dommage. Oui. Quand même, ne serait-ce que quelques notes, un peu comme l'a fait Bryan Singer dans Superman Returns, où il a repris le thème-là pour l'intro, et après, elle n'est pas forcément revenue dans tout le film. Il avait fait d'autres musiques. C'était John Ottman qui avait composé la musique à l'époque. Il y avait plusieurs thèmes de John Williams, le thème romantique par exemple, qui était repris, mais il avait créé, John Ottman, toute une nouvelle composition, partition pour Superman Returns, et qui collait bien au ton de la musique de John Williams, à la musicalité. Et du coup, je trouve que, pour moi, s'il n'y a pas au moins les quelques notes de John Williams, et ça manque au personnage. Ah oui. Et donc je trouve que là, il a très bien réussi son coup, les musiques sont bien, elles reprennent bien le thème, du coup on sait que c'est Superman, mais elles ont chacune leur personnalité. Oui. Surtout que en analysant un peu plus en détail, on se rend compte que aussi bien les thèmes un peu plus héroïques, un peu plus dans l'action, qui reprennent ce thème, que même les scènes avec Lois qui reprennent aussi une mélodie plus douce, mais où on reconnaît les notes qui ont été reprises. Et j'avoue que je suis très curieux de voir justement quelle sonorité on va avoir du coup pour le film Supergirl, savoir si ils vont partir dans quelque chose de totalement différent pour bien dissocier deux personnages, ou s'il y aura quand même cette base de thème de Superman qui sera conservée pour garder un peu l'esprit Super Family qu'on a. C'était Jerry Goldsmith qui avait fait la musique du Supergirl avec Helen Slater dans les années 80. C'était une bonne partition, bonne composition aussi. Alors après la musique dans ce dernier film, on n'entend jamais le thème en entier. C'est-à-dire que dans le Superman Returns, on entend tout le thème de Superman. Là, c'est... je sais pas comment le dire, c'est juste une petite partition, proportion du thème qu'on entend qui est réorchestrée, un peu des fois la guitare électrique. Ça va très très bien avec l'univers de James Gunn. Mais pour ma part, il a su bien respecter le personnage, son univers, et puis je suis quand même assez confiant pour la suite, sa vision de l'univers du DCU. C'est ça, je trouve que si on doit considérer un cahier des charges pour pour faire un bon Superman, je trouve qu'il a bien respecté le côté super-héroïque, les valeurs, le message derrière. Je trouve que Et quelles sont tes attentes, toi, pour la suite, du coup ? Eh bien, j'irais voir un Superman encore plus à l'aise. C'est-à-dire que là, bon, c'est le style de Gunn, je l'avais évoqué déjà, qu'il aime bien mettre à mal ses héros. Et puis là, donc, le personnage, c'était expliqué d'ailleurs dans le texte au tout début du film, était en place depuis 3 ans. Et là, c'est ça en fait parmi les attentes que j'avais et qui m'ont un peu manqué lors de mon premier visionnage,
c'était que j'espérais, comme on avait entendu dire que ce serait un Superman qui serait déjà Superman depuis plusieurs années, j'attendais à un Superman un peu plus aguerri, un peu plus expérimenté, voilà. Parce que pour moi, une des versions les plus abouties en termes de représentation aussi bien de Clark que de Superman, qui est en pleine possession de ses moyens, c'est le Superman et Lois de Tyler Hoechlin, qui pour moi je trouve est vraiment une très bonne représentation. Et c'est un peu ce côté-là que j'aimerais voir un peu plus dans celui de James Gunn, donc à voir si ça en prendra le chemin ou pas, ou si on restera un peu sur ce côté un peu novice, un peu j'essaye de faire au mieux, mais je suis pas encore totalement à l'aise. Ouais, un Superman un peu plus expérimenté, avec peut-être une mythologie un peu plus développée que dans celui-là. Peut-être après, de toute façon, je pense que ça sera forcément évoqué, puisque si l'ennemi qui pour l'instant est évoqué reste bien celui-ci, ça serait Brainiac, forcément il y a un lien fort avec Krypton et tous les Kryptoniens, donc on aura certainement des éléments liés à ça, ce qui pourrait être intéressant, même si je pense qu'on aura déjà une bonne partie de tout ça qui nous sera déjà délivré avec Supergirl. D'accord. Puisque comme l'axe principal de Supergirl qui essaye tant bien que mal de passer outre le traumatisme à la destruction de Krypton, justement la destruction de Krypton qu'elle a vécue, je pense qu'on aura déjà des éléments. On aura peut-être une représentation d'ailleurs de Krypton, sait-on jamais. Oui, ça pourrait être intéressant. Des flashbacks, peut-être. Pour conclure, peut-être, c'est un film qu'on vous recommande, bien sûr, de voir et revoir. C'est ça, même si il y a un avis très tranché entre ceux qui sont absolument fans de la version de Zack Snyder et qui du coup trouvent cette version-là totalement nulle. Je pense que c'est important que chacun se fasse son propre avis. J'ai aussi beaucoup aimé la version de Zack Snyder, même si il y avait certains éléments qui étaient il y avait certains défauts à mon goût, mais j'ai quand même beaucoup aimé cette version, et là cette version de Gunn me plaît aussi beaucoup, donc voilà, à chacun de faire son propre avis, donc si vous avez la curiosité de vouloir le voir, n'hésitez pas. Allez-y, foncez. À très bientôt pour un nouveau Silver Screen. Ciao. Salut.